Paloulian. Hop. Alors, j'ai fait des études classiques, donc du latin et pas de grec, mais à l'âge de 5 ans, je voulais être journaliste. Je portais ça en moi, voilà, j'avais toujours cette curiosité, cette double démarche a toujours été en moi. La curiosité d'aller voir et le désir de le partager avec d'autres en le racontant. En le racontant par écrit. Alors, je n'étais pas une élève très brillante, j'étais dans la bonne moyenne. J'avais de très bonnes notes en français, ça c'est vrai. J'avais de très mauvaises notes dans toutes les matières scientifiques, c'est encore plus vrai. J'aimais les langues, voilà, j'aimais ça, ce qui me permettait d'aller voir le monde. Ce qu'il fallait, quand il fallait mettre des équations pour le comprendre, c'était plus compliqué que ça. Donc parcours classique, et puis le jour où je passe le bac, je traverse la place, j'ai 1 heure devant moi, je pousse la porte, je vois quelqu'un à l'accueil, je dis « Bonjour, je voudrais voir le rédacteur en chef ». Il me regarde, j'étais pas bien grande déjà à l'époque, et elle me dit « Vous voulez quoi ?» Je dis « Parce que je veux devenir journaliste ». Alors elle rigole, elle me dit « Écoutez, ça a dû lui paraître sympathique, c'est vrai que j'étais plutôt bien élevée. » Donc elle me dit « Montez au premier étage, sa secrétaire vous attend. » Et je suis montée au premier étage, je suis tombée sur la secrétaire du directeur départemental de la Tribune Le Progrès. En fait, c'était son adjoint. Et il me regarde, il se marre dans sa moustache. Et il me dit, je lui dis, monsieur, moi je veux être journaliste. Et voilà, donc je viens vous le dire. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, je ne savais rien. J'étais pas et il me dit, vous avez quel âge? Alors je dis, j'ai 18 ans. Et il me dit, vous n'êtes pas majeur? Je dis non. Alors il me dit, revenez avec vos parents, qui me confirmeront cela. Donc voilà. Je passe le concours d'entrée à Lille et à Strasbourg. Lille, je suis 2e sur la liste d'attente. Et à Strasbourg, je suis reçue. Et donc, je vais à Strasbourg. Et je rentre à l'école de journalisme de Strasbourg. Voilà. Je me souviens que maman m'a accompagnée. Il fallait trouver une chambre, machin, etc. Enfin, tout ça était compliqué. J'étais une jeune fille qui n'était pas majeure. Voilà, hein. C'était une autre époque. Et j'assiste au premier cours. C'était un cours de médias, télévision, etc. À midi, je vais déjeuner avec elle. Et je lui dis... Il me dit alors, comment ça s'est passé? Un peu inquiète quand même, je vais être loin, etc. Je lui dis, écoute, je savais que je voulais être journaliste, je sais aujourd'hui que je ne ferai pas autre chose. Eh bien écoutez, je pense à Plantu, qui a justement... qui était quoi? Il vendait des tapis, des carpettes dans un grand magasin, et tous les jours, il emportait un dessin au Monde. Finalement, il a fini par entrer au Monde. C'est pas le. Alors, bien sûr, c'est exceptionnel. Ou à Philippe Bouvard, à des gens comme ça. Moi, je pense qu'il faut que ce métier reste ouvert et offre une possibilité à la fille ou au garçon qui a ça dans le ventre, quoi, qui le porte dans son cœur. Et il trouvera toujours la porte d'entrée. Et il trouvera toujours la possibilité. Mais il faut aussi pardonnez-moi l'expression, qu'il se bouge un peu le derrière, quoi. Hein. Ça ne suffit pas d'être là, on ne veut pas de moi parce que je ne sors pas d'une école. Tu commences par bosser et après on verra. Et moi, j'étais la première femme, j'étais pas la seule, mais on était très peu nombreuses en filles. J'étais la première à arriver, la première à aller au bain. On avait des consoeurs femmes qui étaient plus âgées. Je pense notamment à Colette Conti, je pense. Mais elle était plutôt cantonnée aux rubriques vie familiale, féminine, culture, Monique Damon-Bonnefond, voilà. Mais Suzanne, elles étaient rédactrices exclusivement que sur certains domaines.
moi, je travaillais tard le soir. Quand il fallait surveiller l'édition de Saint-Étienne qui finissait à 1h du matin, 1h30 du matin, ben, je faisais la nuit. J'ai fait les faits divers. Voilà, on était la nouvelle génération qui arrivait et qui sortions des écoles. Les autres ne sortaient pas des écoles. Et c'était différent, mais c'était passionnant. Et ils nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de fraternité. Ils nous regardaient un petit peu pour voir comment on allait faire. Puis voilà. Donc, embauché au groupe Aigle à l'époque, c'était le Progrès et le Dauphiné qui étaient mariés ensemble. Groupe Aigle. Donc, très vite, on m'envoie en Saône-et-Loire. Puis de Mâcon, je vais à Châlons là pour écrire, parce que je me battais pour écrire. Ce que je voulais, c'était écrire, c'était faire du reportage, c'était être sur le terrain. Et puis au bout de 6 ans, en 1977, lorsque se crée le journal Rhône-Alpes à Lyon, je candidate pour venir à Lyon. Bon, Lyon me fait rêver, c'est une ville que je ne connais pas du tout, mais j'ai envie de faire ce métier à une autre échelle que de la locale. Et là, je voulais revenir à Lyon pour traiter les choses un petit peu à un autre niveau. Je candidate pour venir au journal Rhône-Alpes. Je suis prise. J'avais le bon profil, j'avais 6 ans d'ancienneté, j'avais un peu touché à tout, etc. J'arrive à Lyon, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et tout de suite, le hasard fait 2 choses. Un, qu'on me met plutôt sur la politique. Et la politique, ça me passionne déjà depuis que je suis jeune. Et on me propose ensuite, comme j'ai un peu de culture religieuse, que je suis catholique, on me met sur la piste pour aller couvrir l'actualité religieuse. Et à partir de ce moment-là, les années 77, on va dire 77 très vite, je vais avoir 95% de mon activité professionnelle qui est soit sur des papiers politiques, soit sur des papiers religieux. Pardon de le dire comme ça, coup de chance. Le pape Paul VI meurt le 6 août 1978, le jour de mes 30 ans. Ça ne s'invente pas, je veux dire. Et le rédacteur en chef du journal Rhône-Alpes se pointe chez moi et il me dit tu fais quoi? Ben, je lui dis écoute, c'est mon anniversaire, tu rentres boire un coup? Il me dit non, le pape est mort. Je dis ah. Et il me dit tu pars à Rome. Oh. Et puis je dis, mais tu veux quand même boire un coup? Elle me dit, non, mais débrouille-toi, il faut que tu sois à Rome le plus tôt possible. Et il repart. Et je vais dans ma chambre, je fais ma valise. Je passe leur dire au revoir, je pars, je rentre au journal, il est 10h du soir, et du journal, je pars à l'aéroport pour prendre le premier billet d'avion. Ça a été un bonheur, j'ai travaillé, mais jour et nuit. Après l'élection de Jean-Paul II, il y a eu son premier voyage. Et j'ai dit au journal, il allait en Pologne, son pays natal. Je dis, je voudrais bien le suivre en Pologne. Et on me dit, t'es trop petite, on va laisser les grands. Ça va bien, pendant l'été, c'était le mois d'août, il n'y avait personne. Et ouais, 6 août, tout le monde était en vacances. Et voilà, non, toi, t'es trop petite. Et la petite, elle n'a pas aimé. Donc, j'ai fait mes calculs, j'ai posé 15 jours de vacances, j'ai fait le tour des journaux qui n'étaient pas nos concurrents directs et qui avaient... Ce pape était polonais. Et donc, il fallait aller chercher les lecteurs polonais. Et il fallait aller chercher les journaux qui avaient cette sensibilité-là. C'est-à-dire, les Polonais qui étaient arrivés en France... Je caricature, ils étaient arrivés en France pour travailler dans les mines. Donc je suis allée chercher les journaux miniers. Et j'ai pris contact avec eux. Je leur ai dit, voilà, le pape y va, je suis journaliste, voilà ce que j'ai fait sur les funérailles, la mort du pape, etc. Et je peux le faire pour vous. Et c'est comme ça que j'ai eu une accréditation. Et je suis partie, donc, à mes frais. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais c'est pas grave. C'était magique, un bonheur absolu. Et je suis partie pour arriver en Pologne, suivre le voyage du pape. Alors, tous les jours, j'écrivais des papiers pour un tel, pour un tel. De temps en temps, je reprenais certains éléments. Mais j'essayais vraiment
de répondre aux besoins des différents journaux, etc. Alors, il y a le jacobinisme français joue toujours à tous les niveaux. On le voit encore dans la gestion de Covid, où les communes se battent en disant mais donnez-nous des moyens, laissez-nous faire ce qu'on sait faire, etc. Voilà. Donc la presse parisienne, et je l'ai évoqué, même dans les écoles de journalisme, les 10 premiers de la promotion trouvent un job à Paris. Les autres se débrouillent dans la presse de province. Voilà, c'est comme ça. Il y a l'écosystème journalistique, il est aussi lié d'une manière générale à l'écosystème français. Si vous êtes un bon comédien, à un moment, si vous ne jouez pas à Paris, vous n'êtes pas forcément un bon comédien. Il y a le phénomène parisien et qui continue à jouer pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que en province, on va dire dans les régions, j'aime mieux cette expression-là, on n'est plus... Comment dire ? Il y a un entre-soi qui est différent de l'entre-soi parisien. Il y a un entre-soi qui existe. L'entre-soi lyonnais, c'est 100, 200 personnes. À Lyon, quand vous connaissez 200 personnes qui comptent, vous connaissez forcément quelqu'un qui est décideur ou quelqu'un dont le meilleur ami, qui va vous ouvrir la porte de son meilleur ami. C'est aussi ça qui fonctionne comme ça. C'est l'échelle de la province. Relisez Mauriac. Alors la vie bordelaise n'est pas très différente de la vie lyonnaise. Alors je caricature bien évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a une autre façon de fonctionner, etc. Mais il y a quand même véritablement un entre-soi lyonnais qui existe, c'est clair, c'est clair. Voilà, c'est ça l'écosystème lyonnais, mais c'est l'écosystème provincial. Il n'est pas spécifique à Lyon. Je pense que c'est pareil à Strasbourg, je pense que c'est pareil à Bordeaux, et c'est fondamentalement inscrit dans notre système de fonctionnement jacobin.